Sur une vidéo ASMR? Non, mais vous êtes trop chaud. Si t'en as marre des... J'ai une technique infaillible pour toi. Ça s'appelle la méditation guidée. Ça n'a rien à voir avec le tantra de pause caca. Ça, c'est de la masturbation guidée. Écoute plutôt ça. Tu glisses doucement ta main vers ton téléphone. Tu mets une vidéo de Made in France ASMR et tu t'endors et bouffon. Et oublie pas de t'abonner. C'est moins cher que les capotes. C'est beau. C'est beau, c'est pas beau. C'est ça, ouais. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Tu es mon deuxième invité dans cette interview soporifique ou podcast soporifique, je sais pas trop, parce qu'on va parler, on va converser. Je t'ai connu pendant toute mon adolescence, évidemment, comme beaucoup de gens. Tu as interprété la voix française de Stifler, mais tu es comédien à la base. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors, d'abord c'est une vocation d'être comédien. Je pense que c'est arrivé pour moi aux alentours de 12-13 ans, alors que j'étais à l'école et que, avec le club théâtre, on avait joué Don Juan. Et quand le rideau est tombé, je me suis dit, je veux rester là toute ma vie. Je veux faire ça toute ma vie. Donc j'ai continué énormément de théâtre dans des cadres associatifs, en montant des spectacles, en encadrant des gens, des espèces de gros spectacles, style son et lumière, ciné-scénie, avec énormément de figurants, etc., etc. Et j'ai quitté ma province pour aller à Paris et tenter ma chance. Alors j'ai pas pu choisir la voie de la comédie tout de suite pour venir à Paris et quitter ma province. Il fallait, d'après mes parents, un métier un peu sérieux, un peu carré, un peu bordé. Et je suis parvenu à leur faire accepter de m'inscrire dans une école de stylisme de mode, qui était une très très bonne école. Et puis qui était ma deuxième passion de toute façon. Et arrivé là-bas, dès la première semaine, je me suis inscrit avec mes petits sous à des cours de comédie. Et à l'issue de ces 3 ans de formation de comédie, en parallèle, on a commencé à jouer au théâtre, à faire des spectacles, plutôt du côté de la cité universitaire. Et voilà, il y a quelqu'un qui est venu me voir, que j'ai rencontré par hasard après, dans une soirée, et qui m'a dit, viens faire du doublage, tu vas voir, ça va te faire marrer. Parce qu'il a entendu ta voix pendant cette soirée. Il m'avait vu. Ok, d'accord. Et donc le lendemain de cette soirée, j'y suis allé, évidemment. Et là, deuxième choc, le même que quand j'avais 12 ans, je suis entré dans ce studio immense, magnifique, avec de la moquette, du cuir. Et, très peu de gens, en fin de compte, pour la surface au mètre carré. Moi, j'habitais dans 13 mètres carrés, il y avait toujours un monde fou là-dedans. Le studio faisait peut-être 200 mètres carrés et ils étaient 4. Et les 2 comédiens qui se donnaient la réplique, c'était, on va dire, Mel Gibson et Harrison Ford. Ouais. Il y avait un canapé en cuir, je me suis assis pour les regarder et les écouter. J'ai cru que j'allais défaillir de bonheur. Et je me suis dit, je veux rester là tout le temps. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être invité, il faut qu'on te propose, il faut qu'on te réinvite, qu'on te reconvoque. Puis il faut aussi un petit peu faire tes preuves. Ma première fois, c'était comme ça. Le directeur artistique a eu la gentillesse de me rappeler 1 fois, 2 fois. J'ai continué en parallèle une petite carrière de dessinateur et d'illustrateur. Et après, au bout d'un moment, ça a pris la totalité de mon temps. Et j'ai plus cessé de faire... En fait, tu vis ton rêve depuis très jeune, dès le départ, quoi. Ouais. Il s'est concrétisé réellement le jour où cette personne m'a convoqué. Ok. C'est toujours, j'ai remarqué avec les comédiens de doublage, il y a quelqu'un qui m'a contacté. On dirait un petit peu. Alors, il faut que les services secrets. Il faut que je pondère le truc. Alors, c'est sûr que ce type-là, on s'est vu dans une soirée. Mais entre-temps, il s'est passé une espèce de petit... Entre le moment où il m'a vu au théâtre et le moment de cette soirée où il m'a convoqué, il s'est passé un petit événement dont je pourrais rougir, mais finalement non. J'étais chez moi, je reçois un coup de téléphone. Bonjour monsieur, je suis bien chez... Je fais non, ça doit être une erreur.
Ah bon, vous êtes sûr parce que j'ai votre numéro. Écoutez, je suis directeur artistique de doublage. Ah bon? Mais ça m'intéresse, moi aussi, je suis comédien. Ah bon, vous êtes comédien? Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait du doublage? Et là, 2 options. Soit tu dis la vérité, soit tu mens. J'ai menti. Oui, bien sûr. J'en ai fait. Pourquoi? Alors le type me dit, ouais, pourquoi? Pour quel film? C'est le stage 2. Faut envoyer. Le seul truc que j'avais en mémoire qui pouvait être crédible, c'était Aladdin. Et je me démonte pas. J'ai passé des essais pour Aladdin. Et j'entends un éclat de rire au bout du téléphone. Et puis, ah bon, c'est vraiment cocasse parce que c'est moi qui ai dirigé Aladdin. D'accord, ok. C'était obligé. Très bien. Plouf, plouf, c'est quoi votre nom? Non, rien, pas d'accord. Blam. Et j'ai raccroché le téléphone. Il se trouvait qu'en fait, c'était un de mes copains qui était son assistant et qui avait vu le numéro de téléphone. À l'époque, on les notait encore sur un bout de papier. Qui avait vu un numéro de téléphone. Et il s'est dit, non, mais c'est pas le numéro de GG, ça. Il y avait un chiffre de différence. Et donc, il a corrigé sur le papier du type et c'est comme ça que le type m'a appelé. C'est vraiment une histoire C'est de cocasse, coïncidence. Quoi. Ouais. Donc quand je le retrouve à la soirée, 10 jours plus tard, il dit, ah bah oui, c'est toi le baratineur. Je fais, ouais, mais c'est bien de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Oui, mais bon, c'est bon, tu m'en veux pas. Non, je viens demain. Alors, qu'est-ce que t'aimes bien dans la comédie, dans le fait d'interpréter des personnages? C'est quoi tes motivations quand tu vas faire soit un doublage, soit interpréter? La première, c'est de faire son métier. D'accord. Quoi qu'il arrive. Donc, la seconde, c'est d'être... qu'on t'offre la possibilité de jouer des choses qu'on ne te donnerait pas d'habitude. Et de jouer tout le temps. Tu joues tout le temps. Quand t'es sur un film ou quand t'es sur une tournée de théâtre, ok, t'as ta représentation le soir, t'as ton rôle. C'est magnifique d'avoir un rôle sur le long terme, comme ça, c'est très agréable. T'es comme dans des chaussons, tu te régales, mais un peu de variété, un peu de nouveauté, non, ça ne t'est pas permis quand tu joues au théâtre. Là, en synchro, tous les matins, tu pars jouer un truc différent. L'après-midi, tu joues autre chose, tu fais un petit message publicitaire le lendemain. C'est merveilleux. Voilà. Et le dernier truc qui est qui est motivant pour moi, parce que j'ai plein d'amis qui parlent pas anglais, plein de familles qui parlent pas anglais, c'est que le fait de doubler les films en français et de le faire si bien qu'on le fait en France, c'est une manière d'offrir au plus grand nombre la possibilité de participer au spectacle, de voir de savourer la totalité du spectacle qui est fourni, sans se poser la question de savoir est-ce qu'il faut lire les sous-titres, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est vraiment du confort pour les spectateurs, et quand c'est bien fait, que l'illusion elle est presque parfaite, c'est super. Donc on offre au plus grand nombre la possibilité de participer à des spectacles magnifiques, intéressants. Et puis voilà. Donc c'est les 3 axes de travail qui sont les plus intéressants pour. Mais d'ailleurs, à ce propos, moi je trouve personnellement que donc American Pie, c'est ce genre de film, un peu comme Retour à le futur, où la VF est mieux que la VO quand même, il faut l'avouer. Et rien que une fois j'ai switché exprès pour voir, parce que je l'ai toujours connu en VF, tu vois, parce que j'étais jeune, voilà, je regardais pas les films en VO. Et un jour sur YouTube, je tombe sur des extraits des films en VO et je vois le rire de Stifler par exemple. Et moi j'entendais très bien le rire que tu avais fait. Et là, il y avait rien, il y avait même pas de son qui sortait et ça me faisait pas rire du tout. Du coup, j'ai décidé vraiment de garder la VF sur American Pie en tout cas. Est-ce qu'il y a des personnages ou des types de personnages que tu préfères interpréter? Non. En termes de personnalité. Tu vas être... c'est plus impliquant et c'est plus complet de jouer d'incarner un personnage qui a des nuances, qui a du sous-texte, qui est capable
glisser une petite blague ou un petit ton ironique, de créer une double perception, un double langage. En revanche, les gentils, les méchants, on s'en fout. Il y a pas de... J'ai vraiment aucune préférence en termes ni de comédien, ni de jeu. Faut qu'il y ait un peu de longueur, qui pose pas trop de questions. Les enquêtes policières, là, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, est-ce que vous avez quelle marque, le pistolet à clous, tout ça c'est un peu casse-pied parce que tu peux pas vraiment jouer une question. Ouais. Quand tu es un enquêteur, tu poses une question, en fait tu sers la soupe au mec qui répond. Mais voilà, dès que tu affirmes ton personnage, le Punisher ou American Pie, Sean William Scott, là, c'est égal. À jouer, c'est égal. Mais du coup, ce que j'ai remarqué, donc j'ai vu que tu avais fait ta filmographie, on peut dire. Ouais. Elle est immense. Mais en tout cas, de toutes les fois où j'ai entendu ta voix dans des films, c'était très souvent, même tout le temps, je crois, des personnages qui avaient quand même bien confiance en eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que ta voix, elle inspire le type le profil type du mec qui a confiance en lui? Donc, Stifler, Woody Harrelson. Même dans 2012, Woody Harrelson, il a trop de confiance en lui. Est-ce que toi, tu remarques ça? Je remarque que ça change un petit peu. Au tout début de ma carrière, on me proposait systématiquement des frappés, des demeurés, des fous furieux, des mecs un petit peu à côté de la plaque. J'ai longtemps cru que c'était à cause de ma voix qui était un petit peu angoissée, donc un petit peu trop haut perché. Et je disais souvent que j'avais une voix de chat qui était coincé dans un cartable. D'accord. Et avec le temps, et les mecs en question, ils ont commencé à jouer des rôles un tout petit peu plus calmes et un petit peu plus posés. Et maintenant, on donne style. Ouais, Jon Bernthal, là, des mecs un peu plus des bellâtres, quoi, pas des bellâtres, mais des beaux gosses, des gars qui ont un peu la confiance. C'est ça. J'ai vu les choses changer au fur et à mesure du temps. C'est vrai, c'est vertigineux quand objectivement tu te rends compte que ta voix et ton jeu collent sur ce que fait quelqu'un d'autre. Et que ça continue à servir le produit, que ça continue à servir ce qu'il fait. C'est ça. J'ai eu la chance que ça m'arrive plusieurs fois, et c'est vertigineux, et c'est formidable, et c'est extatique. Et d'ailleurs, chez nous, tu sais, un des plus beaux compliments, c'est oh dis donc, qu'est-ce que t'étais bien sur machin là, dans le film là, formidable. Tu sais que je t'ai pas reconnu. Et, bon, pour un comédien, c'est particulier quand on dit non, mais t'étais bien sur machin, je t'ai pas reconnu. Mais en fait, c'est vraiment ça. Et tout le monde le dit avec tout son cœur et toute son admiration. T'étais bien, je t'ai pas reconnu. Donc voilà, les moments d'extase ou de satisfaction ultime, ou les grands souvenirs de doublage, c'est les moments où on se reconnaît pas. Je comprends. C'est que ça veut dire que ça passe bien et que c'est pas, ça détonne pas avec le personnage original. Ouais, puis que tu t'es mis au service de ce que tu avais à faire. Est-ce que, comme je l'avais pas demandé à Bruno avant, est-ce que tu peux nous raconter une journée type de doublage principalement? Le matin. Déjà, comment est-ce qu'on te contacte pour faire tel personnage? J'ai la chance aujourd'hui de faire partie plus ou moins d'un annuaire où on est quelques-uns. Donc tout se passe par téléphone ou par SMS. On te dit le comédien que tu vas interpréter? C'est le mystère jusque devant l'écran. Souvent. Ouais. Si c'est une série un peu prestige, il y a bien quelqu'un qui va s'arranger pour le dernier numéro de Game of Thrones. Enfin, est-ce que tu veux bien venir de telle heure à telle heure? Bon, puis tu viens. Tu rentres dans le studio, ce fameux 200 mètres carrés avec... ils sont pas toujours là, hein, Mel Gibson et Harrison Ford, mais voilà, il y a les autres équivalents aujourd'hui. Parlant de Game of Thrones, tiens, c'est rigolo. Tu t'assois, tu regardes une des scènes, enfin les 5 ou 6 premières scènes du mec que tu dois faire. On te dit, tiens, c'est celui-là. Ok.
puis tu le regardes encore une fois, tu t'arrives au micro et puis tu fais exactement ce qui se passe. À ceci près que si le truc que tu es en train de doubler, c'est Game of Thrones, la séquence en question, c'est un mur totalement noir, avec juste un petit rond, et le visage du mec dans le petit rond, qui apparaît seulement quand il est face cam, ou trois quarts. Si le type est de dos, peu importe qui parle ou qui parle pas, si le type est de dos, c'est tout noir. D'accord. Pour, tu sais, les histoires de sécurité, de copies, qu'il ne faut pas télécharger les images et tout, machin. Ouais. Donc, tu sais pas où c'est, tu sais pas s'il est à l'intérieur, à l'extérieur, tu sais... Ah oui, si la scène est à l'intérieur, si la scène est tournée à l'intérieur, celle que tu dois doubler, tu restes dans le studio, et si la scène est tournée à l'extérieur, tu vas dans une petite cabane recouverte de caissons insonorisés, là, exactement comme ce que tu as là, et pour étouffer toute réverbération et tout. D'accord, ça je savais pas qu'il y avait une différence entre qu'on appelle la cabane. Ok. Par convention, la cabane. Donc tout ce qui est tourné à l'extérieur, ça s'enregistre à l'intérieur de la cabane du studio. Pour qu'ils puissent rajouter après les reverbs qu'il faut et tout. Exactement, ils ont des petits plugins et des choses comme ça. Et donc ensuite, tu peux nous raconter rapidement la bande rythmo, parce que tout le monde ne connaît pas, même si tu as dû l'expliquer des milliers de fois. Ainsi donc, l'image, le film est donc projeté sur ce grand écran, et en dessous, il y a un assez grand espace avec le texte français qui défile exactement à la même cadence que le film. Il y a une petite barre en bas de l'écran, en bout, à gauche, et quand ton texte arrive sur cette barre, il s'agit de le dire vraiment précisément à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que en amont du film, une personne qu'on appelle le détecteur est venue regarder la totalité de l'image, la totalité du film, et est venue consigner les mouvements de bouche de tous les personnages, plus les textes VO, donc l'anglais. Et il vient le poser lui-même sur cette petite bande-là, au fur et à mesure du film. Donc tout est cadencé exactement au 1/25e d'image près si c'est de la vidéo, ou 1/24e si c'est du cinéma. Ce travail se fait par quelqu'un de l'équipe? Un détecteur? Non. Souvent c'est des gens qui travaillent chez eux. De l'équipe originale? De l'équipe de doublage. Etc. De doublage, ok. Donc c'est le français qui le fait. C'est en France que ça se fait. Ok. Et donc ils ont plusieurs codes pour les ouvertures de bouche, les A, les O, ça c'est consigné. Les M, très important, c'est aussi, il y a des petits symboles, un peu comme de la sténodactylo. Et une fois qu'il a fabriqué cette bobine-là, qu'il a bien rempli toute cette bobine, il a écrit le nom des protagonistes, il a placé des petites barres à chaque fois qu'il y a un changement d'image, un changement de plan. D'accord. Et après il l'envoie à l'auteur. L'auteur-adaptateur, il se charge de trouver des phrases françaises qui signifient rigoureusement la même chose que l'anglais, en tentant de placer les M, les P, les B, les A, les O au même endroit. Quand c'est bien fait, quand c'est bien fait, c'est un métier que j'exerce aussi, ça, adaptateur. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. C'est de titanesque quand même. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu deviens dingue. Par film, c'est des heures et des heures de... 1 heure, 1 minute. Alors maintenant, je commence à être un peu plus rompu à l'exercice, donc c'est 1 heure, 2 minutes, mais tu fais 2 minutes de film en 1 heure. Ok. C'est long. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux quand tu trouves... Alors évidemment, on ne me demande pas non plus, là, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, et où est-ce qu'il est le pistolet à clous. On me confie des films un petit peu comiques à base d'humour, tu vois. Je connais bien. Quand tu parviens à trouver la belle phrase qui se répond bien, le bon dialogue avec des mots simples mais particulièrement bien choisis et une pointe d'humour, c'est vertigineux. Ça doit être plein de micro-épiphanies à chaque fois que tu trouves les bonnes phrases. Mais vraiment. Et en plus, après, tu peux retrouver sur Internet des blocs de ton texte qui ont été collationnés par quelqu'un et qui m'aident. Oh, comment c'est trop drôle. Une fois, ça m'est arrivé, quelqu'un dans un dîner a cité une phrase que j'avais écrite moi-même et que j'avais inventée. Ça fait plaisir, ça. Oh bah là, les commissions au fond du sac, là, tu lâches tout.
On va quitter un petit peu le doublage, mais on va Si tu rester veux. sur la voix, évidemment. Quel est ton rapport avec la voix? C'est-à-dire, quand tu écoutes d'autres voix, est-ce qu'il y a des voix que tu préfères à la radio, à la télé? Voilà. Là qui m'énerve. Pas beaucoup. C'est très très rare. Les voix suraiguës et les voix malhonnêtes. Les gens qui en font trop, qui simulent, qui rajoutent des des machins, qui chantonnent à côté de la plaque. C'est des voix malhonnêtes, ça c'est pas haut. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Mhm. Mais c'est plus. C'est peut-être à cause du stress aussi, quand ils s'expriment en public et qu'ils ont Ouais, besoin de se trouver une mélodie un peu pour que ça passe. Ouais, peut-être en tout cas. Les raisons qui les conduisent à être malhonnêtes sont pas défendables. Donc, Ah d'accord, ils sont oui. aussi malhonnêtes eux-mêmes. C'est que leur oui, voix. oui. Il y a une vraie valeur à la simplicité. Il me semble, quand on est vraiment convaincu par ce qu'on dit, on fait pas de musique. On chante pas. On est droit. Oui, c'est spontané, ça sort d'une traite. Et du coup, peu importe finalement la qualité intrinsèque de la voix, ce serait une soprane ou au contraire un ténor, c'est pas très grave. Si c'est droit, c'est beau. D'accord. Mais par rapport au timbre, etc., t'as pas des préférences? Non, pas beaucoup. Alors si je te dis, faut pas que ce soit trop aigu. Ouais. Mais, Pour les hommes, du coup. non, pour les filles. Les femmes aussi. Ok. Très bien. Alors, est-ce que tu prends soin de ta voix Non, d'une manière ou d'une autre? pas du tout. Pas du tout. Un Faut peu que de ça vienne. miel. Miel, des clous. L'hiver. Des clous, du gravier, tout ce qui peut. Non. Non, je sais qu'il y en a qui font hyper gaffe. Il y en a, alors c'est la mode maintenant de se balader avec des masques, mais il y en a qui se baladent avec des masques pour être garantis, qui se baladaient bien avant avec des masques pour se prémunir contre toutes sortes d'infections quelconques, façon Michael Jackson, tu vois. Moi, non. Faut que ça vive. Et c'est beau quand ça a vécu. Ah bah, je suis d'accord. Un organe, c'est beau quand ça a vécu, quand c'est un peu... C'est un petit peu cassouillé, comme ça, c'est un petit peu... Ouais. C'est beau, c'est bon. Au début, j'étais cassé haut. J'avais la voix cassée haut. On n'est pas beaucoup à avoir des voix cassées haut, mais c'était très bien. Maintenant, je suis cassé plus bas. D'accord. Et du coup, si l'hiver, tu tombes malade et que c'est complètement déformé et tout, comment ça impacte sur ton travail? Tu préviens? Si on t'appelle pour un personnage, tu dis petit rhume, c'est mort. Si c'est un rhume avec un nez particulièrement bouché, tu fais des inhalations, logiquement ça se règle assez rapidement. Ok. Si t'es un petit peu marqué, un petit peu pris, et que t'es dans une série, on faisait par exemple Hawaii 5.0 là, avec les copains, et les épisodes d'hiver, on est tous un petit peu comme ça. D'accord. Ça va pas du tout parce qu'ils sont à Hawaï, les gars, précisément. Donc ils ont aucune chance d'avoir des rhumes. Il nous est arrivé de les enregistrer puis d'avoir à les refaire. Ouais. Mais si en revanche c'est simplement un one shot, un film, et qu'on va tout boucler dans une journée, évidemment tu préviens. Mais c'est pas incompatible avec l'exercice. Est-ce que tu te sers de ta voix autre que professionnellement? J'avais entendu une petite anecdote sur la vidéo de... Mince, j'ai oublié. Un de tes collègues où joue aux jeux vidéo. Ah, Donald, voilà. J'avais entendu une petite anecdote avec ton épouse, je crois. Est-ce que c'est la seule fois que tu t'es servi de ta voix un petit peu? Ouais. Absolument. C'est même, à ma connaissance, le seul film où je faisais une voix que je suis allé voir avec mes fonds propres au cinéma. D'accord. Ça s'est jamais reproduit. Sauf invité ou sauf... Ouais. Tu peux nous la raconter, cette petite anecdote? Parce que moi, je l'ai trouvée excellente. C'était au tout début de notre rencontre avec mon épouse
Et je lui propose un des premiers rendez-vous, tu vois, on avait été au restaurant, au bistrot et en boîte de nuit, donc maintenant on se voyait un peu plus tôt et puis on allait au cinéma. Et je l'emmène voir American Pie. Est-ce que c'est le premier ou est-ce que c'est le deuxième? Peut-être le premier. Et nous nous asseyons dans la salle. Là. Mon épouse qui est comment dire, elle était un peu surprise que je l'invite à voir ce produit c'était à l'époque des teen movies, donc c'est vraiment à destination des adolescents, ce que nous n'étions plus. Mais t'étais sûr de ton coup là à ce moment-là déjà? Ben pas tellement. Mais je me suis dit, de toute façon, il faut jouer le coup. Enfin, sûr ou pas, faut le jouer. Et puis, et donc un des premiers mots du type, ça doit être pause caca, avec une voix suraiguë comme ça. Et elle a pas tilté tout de suite en plus. Elle m'a pas reconnu tout de suite. Il a fallu attendre vraiment un long moment. Elle m'a dit mais c'est toi. Tandis que autour de la salle, les mecs étaient morts de rire. Elle arrivait de la casquette à l'envers, du jogging, des jeunes gens charmants, mais pas totalement de notre génération. Et voilà. C'est pas à cause de ça que j'ai réussi à la conquérir. Mais peut-être que ça lui a... Du coup, c'était il y a 19. Une vingtaine d'années. Une petite vingtaine d'années, ouais. Oui, une petite vingtaine d'années, puisque le 2, on le fait en 2001. On enregistre American Pie 2 le 11 septembre. Tu préfères lequel? Parmi les trois, on va dire, les trois principaux. J'ai pas d'avis. Franchement, j'ai pas d'avis. Ils te font rire, toi, ces films? C'est très drôle à faire. Très drôle à faire. Puis on est une bande de copains aussi. Ouais, avec tout le reste. Ah bah ouais, ça doit être amusant. Celui qui s'appelle Pause Caca est resté d'avoir un très très bon copain. On a tourné ensemble ensuite une fausse émission de télé-réalité où on est resté 15 jours ensemble enfermés dans une villa. Donc on est super proches. C'est autant de mecs que je continue à voir encore aujourd'hui très régulièrement. Donc le film est drôle, ok soit, mais se retrouver pour le faire, c'est aussi un grand moment. Est-ce que y a des nouvelles choses que tu aimerais tester maintenant, artistiquement, professionnellement? J'aimerais bien faire une comédie musicale. Ouais. Oh, ouais. Il n'y a aucune chance que je sois sélectionné parce que je chante comme un... Ok. Mais j'aimerais bien faire ça. Trop cool. Ouais, trop cool. C'est particulier en plus. Ouais, c'est... On parvient à dire tellement de choses extrêmement vraies avec quelques pas de danse et une chanson bien faite que c'est... Ouais, ça me parle, moi, la comédie musicale. Ok. C'est quoi tes comédies musicales? J'en ai monté une. T'en as monté une aussi? Ouais. Ma préférée, c'est Mathilda. D'accord. Alors, ça ne me dit pas grand-chose. Mathilda, au départ, c'est une histoire de Roald Dahl. Ah oui, donc c'est bien ce que je pensais. Ouais. Mais je savais pas qu'il y avait une comédie musicale. Magnifique. On l'a vu à New York et à Londres. Et ça parle de tout, de la vie, du sens de la vie, avec beaucoup de douceur et de délicatesse. Et c'est vachement bien. Et Book of Mormon aussi, mais c'est parce que c'est à hurler de rire. D'accord. Mon dernière question sur le doublage. Après, on va passer un peu à l'ASMR. Si tu veux. Un peu plus. Comment est-ce que tu as été choisi pour faire la voix de Stifler? Sur essai. Okay. Non, ça aussi, on va dire, est-ce que c'est rigolo? T'es convoqué pour passer des essais. Tu te pointes dans les studios, on te montre simplement une scène. On t'explique pas beaucoup l'histoire du film, ni rien du tout. Quelqu'un, quelque part, sait que c'est un film important où il y a quelques enjeux commerciaux à la clé. Et on me dit, ben voilà, tu passes, fais le grand là. Ok, tu fais le grand, donc tu regardes une fois, 2 fois, tu la tentes. Ah, c'est pas mal. T'en refais une autre. Ah, c'est pas mal, ok, nickel, chromo taquet. Tu te casses, tu croises celui qui te suit dans le couloir, et puis t'attends près de ton téléphone. Le mec appelle, GG c'est super, t'es pris, rendez-vous tel jour, telle heure. Tel jour, telle heure, t'arrives, tu regardes la scène, effectivement, le grand est là, et bon, tu la regardes une fois, 2 fois, tu vas te mettre à la barre, t'es avec un autre copain, charmant, et le truc démarre, où est-ce que c'est, et le mec dit, à côté de moi, prononce la même phrase que moi. Je
Joe, tu t'es gouré de ligne. Ouais. C'est moi qui fais le grand. Il fait, non, mec, ça fait une semaine que je suis là, c'est moi qui fais le grand. Mais c'est qui, pourquoi je suis là, moi? Ah ouais, je t'ai pas dit, t'as passé les essais sur le grand, mais en fait, tu vas faire le con. Donc en fait, t'avais fait Oz, c'est ça, non? Exactement. Et je me suis retrouvé sur Stifler en me disant, mais si, tu vas être mieux. Ah bon? Ok. Et pas de regret finalement. Ah, pas le C'est archi moindre. drôle. Pas le moindre, je l'ai fait 27 fois. Non, pas le moindre. Ok. Bon, on va parler un petit peu d'ASMR. Si tu le désires. Est-ce que tu connais déjà Mhm. ces 4 lettres? Mhm. Alors, Qu'est-ce que tu sais de l'ASMR? je ne sais plus très bien ce que ça. Non, pas forcément la signification, mais. D'accord. Ce que ça signifie à proprement parler, mais c'est un. Si, mes enfants, ils aiment bien ça. Il nous est arrivé souvent d'en parler, ces espèces de petits. De bruits, de longues séquences, de pépiments, de bouche mouillée ou de respiration, ou de choses comme ça, qui invitent à la détente et qui provoquent chez certains des frissons et des moments de plaisir. Moi, j'ai des problèmes, précisément, et avec tout le monde, ASMR ou pas ASMR, avec les bruits de bouche. C'est misophone. C'est quoi? Misophone. Je suis misophone. Voilà. Mais on peut très bien être misophone et avoir des frissons ASMR avec d'autres sons. Alors, quelques papiers, des bruits de tissu, comme j'étais styliste de mode avant, les bruits de tissu, du taffetas, du velours, des choses comme ça fonctionne très très bien. Mais les bruits de bouche. Non, mais je te rassure, on est pareil. Moi, je fais de l'ASMR, mais je fais des vidéos ASMR. Attention, parce que on est très strict ici. Mais je déteste les bruits de bouche aussi. Ça m'insupporte. Mais voilà, j'utilise des objets de la vie quotidienne, ciseaux, papier, origami par exemple, tu vois. Quand je regarde des vidéos d'origami, s'il y a de la musique derrière, je veux juste le son du papier. Et du coup, t'en regardes des fois? Non, il m'est arrivé d'en regarder un peu. En fait, je les regarde exactement au moment où j'ai pas le temps. Parce qu'en fait, je les regarde par curiosité, tu sais, comme pour découvrir. Et sinon, au moment de m'endormir, moi, je choisis plutôt des ambiances conférences ou comme ce qu'on est en train de faire un peu finalement. Comme ce qu'on est en train de faire un peu. C'est ça, de conférences, peu importe les sujets, mais des conférences avec j'aime bien les gens particulièrement peu doués pour être des conférenciers, pour m'endormir. D'accord. Des gars soporifiques, des trucs du Collège de France, comme ça, j'adore. Avec des. J'adore. Ah, j'avais vu. Il y avait des re-uploads de vidéos de Cédric Villani qui explique, qui fait des cours de maths, mais en mode ASMR. C'est-à-dire que les gens ont rajouté le mot-clé ASMR tellement il explique un peu avec sa petite voix et puis les sons de craie, tu vois, sur le tableau. Pas qui grince, qui glisse doucement. Attention. Et du coup, est-ce qu'il y a des sons que tu préfères? C'est quoi des sons préférés? Mais c'est difficile à entendre. Mais c'est du sable. Les doigts dans du sable. Mais c'est difficile à entendre. Ouais. J'en ai, si tu veux. C'est vrai. J'ai même du sable kinétique qui n'en fout pas partout. Merde. Tu connais? Non. Le sable kinétique. Je vais t'en ramener juste après. On va en mettre là, je te jure. Je te jure, tu vas kiffer. Ça fait pas beaucoup de son du coup, mais même les textures et tout. Je vais t'en ramener. D'accord. Tu sais quoi, je vais t'en ramener. Vas-y, ramène-moi du sable kinétique. Je suis un collectionneur de sable. C'est peut-être pour ça aussi. C'est vrai, hein? Ouais. Arénophile. Il y a un vrai nom, c'est ça. Pour les collectionneurs de sable, on est arénophile. Ouh, c'est beau ça. Alors tu vois, en fait, c'est-à-dire que ça s'achète comme ça. C'est un peu artificiel. Et en fait, quand tu le compactes, il garde la forme. Et dès que tu le disloques un peu, que tu l'écrases, il s'étale. Mais ça n'en met pas partout en fait. Et ça reste pas du tout collé. Vas-y, je te laisse en prendre un peu. Tu peux le mettre sur la table. Mais non. C'est une texture extrêmement bizarre. À la vache. Et tu vois, tu peux le en mettre partout. Tu rassembles tout et hop, ça se colle à lui-même en fait. C'est bon ça. Ah, il fait pas de bruit. Non. Après, si tu le laisses et que tu le laisses couler entre les doigts. Extraordinaire. Mais quelle est la vocation de ce truc-là?
C'est la grande question de l'univers. Ah oui, c'est ça, d'accord. Oh, Après, à la base, c'est un jouet pour enfants, mais dans les vidéos ASMR, on s'en sert énormément. mais c'est qui le ouf qui invente. Tu sais quoi, je vais inventer du sable qui colle, Jean-François. Quoi? Mais t'es sûr à quoi ça va servir? Mais je sais pas. Tu le laisses couler entre Et en les fait, doigts. il t'explose dans ta main. Ah, quelle drôlerie. Quoi? Par contre, si, il y a des vidéos. Alors, j'ai pas de quoi le faire, mais il y a des gens dans des vidéos qui font des formes vraiment très géométriques et tout, compactes. Elles prennent un grand couteau de cuisine. Le micro, il est vraiment hyper proche. Et ils tranchent le truc. Et là, t'as vraiment le son du... Bah ouais. Tu vois? Je te montrerai tout à l'heure. Ah, Mais j'ai quelle pas de couteau, drôlerie mais- formidable. Mais non. Le truc qui tombe comme ça entre tes doigts. Trop fort. On peut phaser très longtemps là-dessus. Ouais, je comprends. Ah, du coup, on va continuer en même temps. Ok. Est-ce que t'as d'autres sons que le sable? Ah ouais, les tissus. Les frottements de tissu? Ouais, la robe en taffetas qui tombe sur une jolie cuisse. Ou la soie qui glisse. La faille. La faille, c'est un tissu très cher et très beau. Je faisais Je connais pas du tout. des robes de mariée en faille. Oh, c'est beau. Le velours. Vite. Le velours. En faire, mais quelque part, faire le bruit. Le bruit me plaît, mais faire le bruit pour le simple fait de le faire. L'écouterait Il y a un petit côté gratuit qui me va pas. Ou comme d'hab, tu vois, tout le monde une bagnole sur un gravier fin. Ouais. Je pense que ça fait kiffer tout le monde. C'est marrant que tu dises ça là, parce que moi justement dans ma chaîne, bon, je fais des vidéos un peu comme là, où je fais juste des sons pour faire du son. Mais comme je t'avais dit, ce que j'aime bien faire, c'est des fictions. Où le but justement, c'est que le son, il a une raison d'exister en fait. Donc il va y avoir un petit scénario. Et voilà, si le personnage il a besoin de prendre un papier un peu ancien et d'écrire à la plume le grattement du papier, il a une raison d'exister. C'est pas juste pour le faire. Justifier la présence de ce son, ça lui donne du sens. Je te conseille ma vidéo alors. C'est sûr que parvenir à... Quand on aime ces sons-là et parvenir à les écouter dans des conditions optimales, style des salles de cinoche, etc., avec des extrêmement amplifiés, ça, c'est magnifique. Ça fait du bien. Ah non, vraiment, c'est super. Ah, du coup, ouais, j'avoue que bon, je suis misophone un peu, mais au cinéma, quand il y avait la pub Miko, avec la glace, enfin, je sais pas si c'est Miko ou Magnum, enfin, le craquement de la partie dure de Magnum, là, qui résonne en Atmos. C'est assez incroyable. Tant qu'il n'y a pas les bruits de bouche, de salive et tout derrière, c'est bon. Est-ce que tu te souviens des premiers sons? Parce qu'en général, quand on demande aux gens, c'est vraiment des sons de l'enfance, de l'école primaire, etc. Qui t'ont fait un peu kiffer. Si tu veux, je te donne des exemples, ça peut peut-être t'ouvrir des... Quand t'es à l'école primaire et qu'il y a ton camarade, ton voisin qui dessine tranquillement dans le silence, t'as le son du papier. C'était moi le mec qui dessinait. C'est toi qui faisais la SMR aux gens, du coup. C'est moi qui dessinais. Peut-être le bruit des petits chevaux sur un plateau en bois. J'ai l'impression qu'on est la même personne. J'y joue avec ma grand-mère juste pour le son. Et je reste comme ça pendant qu'elle bouge les pieds. C'est incroyable. Et ouais, ça c'est vraiment... Ce serait vraiment celui... Ta Madeleine de Proust. Ouais. Et donc du coup, dans le même ordre d'idée, des pions mais en bois. Des chiquiers. Grand-mère pour grand-mère, non. Tu aux petits chevaux, t'as des pions, ou au nain jaune, t'as des pions, des carrés, des rectangles comme ça. Ils ont très vite été en plastique, mais à une époque, ils étaient fabriqués en bois. Et ils ont en petites baguettes de bois comme ça. Ils ont un son et un toucher qui est particulier, que je surkiffe. Ça serait peut-être le premier. Moi, j'ai racheté un jeu de petits chevaux exprès, qui était en bois et tout, que j'avais trouvé justement, qui n'était pas en plastique. J'ai acheté exprès avec un petit tiroir en dessous, comment on dit, tapissé de velours pour ranger les pions, mais ils sont en bois et j'ai acheté juste pour ça. Avant, avec ma grand-mère, on jouait sur un plateau en plastique, sauf que c'était des petits trous. Et tu plantais du coup, à chaque fois que tu mettais le pion, ça faisait...
Mm. Donc c'était un peu différent, mais Oh putain, C'était c'est bon ça. si tu veux tout. C'est Ah pas non. très Covid. Hein. C'est pas grave. C'est déjà eu, je crois. Est-ce que tu as déjà testé l'hypnose ou la méditation? La méditation. Alors, la méditation pour la méditation, non, parce que ça, je pense que ça n'est pas pour moi. En revanche, des moments de suggestion, c'est ça, hein, l'hypnose, c'est de l'autosuggestion. Des moments de suggestion, j'en fais très régulièrement parce que je suis un coureur fou. Je cours énormément et précisément pour trouver cet état d'apaisement dans le léger essoufflement qui est proche de l'hypnose en fait, et qui permet la suggestion. Les grandes décisions de ma vie, je les ai toujours prises en courant. Et justement, après, tu vois, un petit quart d'heure de course et d'endurance, quand tu es dans un endroit où tu es dans un espace où il y a pas, que tu connais par cœur et où tu crains rien, c'est le moment où tu peux t'auto-suggérer. Ouais, c'est de la marche consciente. Enfin, là tu cours, mais c'est un peu comme de la marche consciente, quoi. Ça veut dire que tu mets pas de musique à ce moment-là. Ou alors de la musique, mais ah non, pas de la musique, toujours que encore des conférences, des machins, les mêmes que pour m'endormir. Pendant que tu cours. Ouais. Et ça te permet de réfléchir à tes propres trucs. Et ça permet de réfléchir, enfin, ça me fait décaler du sujet et je déroule. Oui, donc tu Une n'écoutes idée pas complète. au final. Et c'est pas possible avec la musique parce qu'au bout d'un moment, le morceau il change. Ouais, Faudra ok. trouver des... Alors Voilà. c'est marrant parce que il y a pas un mois, j'ai créé une chaîne Ouais. qui s'appelle Rien à foutre. Mhm. Une seconde chaîne YouTube où dessus je fais des story time dont tout le monde s'en fout, que les gens écoutent pour qu'ils puissent penser à leur propre truc. Ouais, en fait. ouais. Donc c'est un peu Bah, dans ce délire. c'est exactement la même chose. Ouais. Exactement la même Je suis chose. content. Un point commun finalement. Et c'est ce moment précis où ton cerveau décroche et se retrouve face à lui-même, qui tu déroules du début jusqu'à la fin le fil d'une idée complète. Et le fait d'avoir ce qui est devenu donc un bruit de fond, ce que tu avais écouté au début, mais qui est devenu un bruit de fond qui te sécurise, qui te maintient dans le même rythme. Et moi, j'ai besoin, pour que ça fonctionne, aussi d'être légèrement essoufflé et d'avoir une activité répétitive. Mais là encore en douceur, sans se faire trop mal. La nuit, tu dors bien? La grande question Aujourd'hui, ouais. pour les gens aujourd'hui. Ouais. Pendant longtemps, c'était catastrophique. Catastrophique. J'ai rentré dans... C'était affreux, des crises de l'angoisse, une gamberge pas possible, un diaporama permanent dans la teuté, c'était... Je subissais, quoi, c'était vraiment affreux, à tel point que je visitais des châteaux, il suffisait de rentrer dans la chambre pour avoir des angoisses, quoi. C'était dans la chambre du roi où j'allais pas dormir pour avoir des angoisses. Et puis, la course à pied, le temps, les enfants, peut-être, je sais pas quoi... Une vie qui va juste mieux fait que je dors mieux maintenant. Voilà. Donc c'était vraiment très progressif au fil des années. Ah ouais, il m'a fallu... C'est pas du jour au lendemain avec le confinement, hop, ça y est, on se recale. Non, il m'a fallu 40 ans pour apprendre à aller avec plaisir, prendre rendez-vous avec la nuit, quoi. D'accord. Sinon c'était affreux. Est-ce que tu connais les rêves lucides? Non. Ce sont les rêves où tu prends conscience que tu es en train de rêver et du coup tu contrôles le rêve. Non. Il y a plusieurs manières d'y arriver. Tu peux par l'entraînement, vraiment. C'est-à-dire que tu vas remettre en question ta réalité. Dans la réalité, par exemple, là, tu vas remettre en question, est-ce qu'on n'est pas en train de rêver, là? Puis des lumières un peu, tu vois, oniriques. Je cherchais le mot. Donc tu vas faire des tests. Il y a plein de tests différents. Souvent, c'est avec les mains. Moi, celui que je fais le plus, c'est ça. C'est-à-dire que j'essaie de faire traverser mon doigt dans la paume de la main. Mais tu le fais plusieurs fois en vrai. Et comme ça, tu vas le refaire une fois par habitude dans ton rêve. Sauf que dans ton rêve, le doigt, il traverse la paume de la main. Et du coup, là, au début, tu vas flipper un peu. La première fois que ça t'arrive, mais tu vas te dire, putain, ça traverse, ça veut dire que je suis en train de rêver. Donc, tout ce qui se passe autour de moi, c'est faux. Je peux faire ce que je veux. Je peux changer d'environnement. Je peux m'envoler, faire des trucs. Voilà.
Moi, la première fois que j'avais découvert ça sur Internet, et j'ai fait mes tests un par heure, tu vois, une fois par heure, je me dis, tiens, est-ce que je suis pas en train de rêver, etc. Et au bout d'une semaine, j'ai fait un rêve lucide comme ça, en refaisant le truc dans mon rêve. Et c'est une expérience incroyable. Mais non. C'est surtout que si on dort un tiers de notre vie, ça serait con, tu vois, de rien d'être branler pendant. spectateur, de regarder la télé, quoi. Donc là, tu prends le contrôle du dernier tiers qui te reste. Après, je sais pas si tu rêves beaucoup, il y en a qui s'en souviennent pas, mais... On rêve tous les jours, mais je m'en souviens pas très très souvent. J'ai dû faire un cauchemar dans mon existence, c'est tout. Ah bah t'as de la chance, hein. Dont je me souviens, c'est que j'étais enfant, vraiment. J'ai vu une araignée géante sur mon ventre, mais sinon c'est tout, ça s'est jamais reproduit. Comme Enemy de Denis Enemy avec Jake Gyllenhaal. À la fin, il y a une grosse araignée. Bon, j'ai spoil tout le film. Mais... Voilà. Sinon c'est tout. Sinon c'est tout. Tous mes rêves, c'est une joie formidable, un truc. Alors des fois c'est la joie quand ça s'arrête, parce que des fois t'es dans... m'arrive souvent de rêver que je suis dans la merde, que ça devient compliqué, que oh là là, il faut aller chercher un ci, il faut aller faire ça, et puis faire gaffe aux pirates, et puis voilà, pas manger de la chèvre, ni de chou, ni machin. Et tu te réveilles, tu fais oh yeah, c'était un rêve. Mais non, sinon, c'est pas de... Si t'as des envies artistiques aussi, ça peut t'aider. Par exemple, si t'écris un roman, n'importe une histoire, et que t'arrives pas à trouver le prénom de ton personnage. Tu t'endors, tu passes en rêve lucide, le premier gars que tu croises, tu lui dis toi là. Comment tu t'appelles? Ouais, ou alors juste, c'est quoi ton blaze? C'est quoi le nom du personnage que je cherche? Le gars va te le dire, et ça sera sorti de ton propre subconscient, et le lendemain, si t'arrives à t'en souvenir. Hop. Pendant quelques temps, il m'arrivait régulièrement de noter tous les rêves que je faisais avec une technique qui vaut ce qu'elle vaut. Il t'arrive un rêve, il y a forcément des gens que tu connais dedans, c'est des copains, des machins, même des gens que tu n'as pas vus depuis des siècles, mais peu importe, et tu l'écris, tu le rédiges avec ces personnes-là. Et une fois que tu as bien raconté toute l'histoire dans ses détails, avec tous les mecs, tous les personnages qui sont intervenus dedans, tu l'as réécrit ton histoire en rajoutant à chaque personnage moi, trait d'union. Et donc l'histoire elle devient je pars à la plage et je rencontre mon père et le comptable monsieur Sanchez. Donc moi je pars à la plage et je rencontre moi père, donc la part de moi que j'ai mis dans mon père, ou la part de mon père qui y a en moi, et la part du moi comptable, donc le moi monsieur Sanchez. Et toutes les personnes que tu connais et qui font partie de ton existence ou qui sont intervenues dans ton rêve, c'est ta personnalité, ta psyché qui est venue déposer une partie de ton caractère ou quelque chose de semblable à toi à l'intérieur et qui s'est fixé sur ces personnes-là. Et ces personnes-là, cette part-là de ta personnalité, qui est incarnée par ton père ou monsieur Sanchez, elles ont quelque chose à t'exprimer, elles ont quelque chose à te dire, parce que c'est un rêve, c'est jamais que sa psyché qui se parle à sa psyché, c'est toi qui te parles à toi-même. C'est intéressant. Et comment t'en es venu à faire ce petit rituel? Je crois que je l'ai vu quelque part. Okay. Et c'est très troublant. Au début, on fait c'est bon, et en fait, c'est très troublant de faire ça, parce que même si ça paraît à quelqu'un qui l'a pas encore fait, peut-être un peu confus, à chaque rêve, à chaque histoire, à chaque séquence de rêve, rédigé ainsi, tu comprends le message que tu essaies de te dire à toi-même. Ok. Vraiment. En tout cas, le fait de noter ses rêves, je l'ai pas dit, mais c'est la première étape pour arriver à faire des rêves lucides. Parce que du coup, tu reconnais les motifs récurrents. Moi, je t'ai parlé des tornades, tu vois. Mais si on les note pas, bon, tu vois, on se rend pas trop compte. Mais en écrivant vraiment dans le détail au maximum, tu te rends compte de chaque motif récurrent. Et c'est ces motifs récurrents-là que tu dois associer à la remise en question de la réalité. Et du coup, tu peux, si je sais pas si t'écris encore tes rêves, mais tu peux vraiment t'en servir déjà de base pour arriver à faire des rêves lucides. Non, je les écris plus maintenant. J'écris des romans tout court. Si t'as besoin d'un prénom, si t'as besoin d'un tu demandes à ton Maxence. personnage.
Mais on n'est pas dans un rêve. Où est-ce qu'on est vraiment J'en pas sais dans rien. un rêve. Ah Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu ici pour notre deuxième interview soporifique, d'avoir répondu à mes questions. Ça m'a fait super plaisir parce que je t'en prie. moi, je me tape des barres sur ta voix depuis que je suis ado avec American Pie. Et avec mon frère, on se regarde ça en boucle. Donc j'espère que j'aurai fait découvrir ta voix, ton travail, tes passions, etc. à tous mes petits abonnés. Et on vous dit bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit, bonne soirée. Dormez bien. Merci. Salut mon pote.